14h32, 17 novembre 1943. Le major soviétique Dimitri Kovalski fixait les ruines de Gorodok à travers ses jumelles, Gorodok, à 40 km au sud de Vitebsk. Durant les 3 dernières semaines, sa division avait perdu 27 soldats. Pas à cause de l'artillerie, pas à cause des attaques de chars, mais à cause d'un seul tireur d'élite allemand, qu'il ne voyait jamais, qu'il n'entendait jamais, qu'il ne trouvait jamais. Les hommes l'appelaient le fantôme. Kovalski, lui, l'appelait le démon. À cet instant, il savait qu'il combattait quelqu'un qui avait redéfini l'art de la guerre. Ceci est l'histoire documentée d'un homme qui a réalisé 300 tirs réussis et qui a pourtant survécu. Son nom était le sergent Joseph Hallerberger, un chasseur alpin autrichien, devenu le tireur d'élite le plus mortel que les Alliés n'aient jamais réussi à capturer. Son dossier est aujourd'hui conservé dans les archives d'État autrichiennes. Ses journaux de guerre ont été préservés. Ses adversaires, ceux qui ont survécu, racontent son histoire avec un mélange de terreur et de respect. Joseph est né le 3 décembre 1924 dans un petit village des Alpes autrichiennes. Son père était chasseur. Joseph a appris à tirer à l'âge de 8 ans. À 12 ans, il pouvait atteindre un cerf à 300 mètres. À 17 ans, il a été enrôlé dans la Wehrmacht et affecté à la 3e division de montagne. La formation de tireurs d'élite a duré 6 mois. Sur 240 candidats, seuls 23 ont réussi. Joseph était le meilleur de sa promotion. L'école de tireurs d'élite de Tölz était brutale. Les instructeurs, tous vétérans du front de l'Est, n'enseignaient pas seulement le tir, ils enseignaient la patience, le camouflage, la lecture des conditions météorologiques, la balistique, la psychologie. Joseph a appris à rester en position pendant 3 jours sans bouger. Il a appris à contrôler son rythme cardiaque pour stabiliser sa respiration. Il a appris à calculer le vent, l'humidité et la température en fractions de secondes. Mais surtout, il a appris quelque chose que les tireurs d'élite soviétiques allaient sous-estimer. Il a appris à devenir invisible. La formation était d'une sadisme précise. Jour 1. 16 heures allongées dans l'herbe humide sans bouger. Les instructeurs se promenaient entre les recrues, à la recherche du moindre signe d'inconfort. Quiconque bougeait était éliminé. Sur 240 candidats, il en restait 187 au premier jour. Jour 3. Camouflage. Les recrues devaient se cacher en terrain découvert pendant que les instructeurs les cherchaient avec des jumelles. Quiconque était vu était éliminé. Joseph s'est enterré sous de la boue et de l'herbe. Les instructeurs sont passés à 3 mètres de lui. Ils ne l'ont pas vu. Jour 7, le premier tir. Mais pas comme les soldats normaux. Les recrues devaient tirer après 3 heures sans bouger. Leurs muscles étaient crispés, leurs mains tremblaient, leurs yeux étaient fatigués. Malgré tout, ils devaient atteindre une cible à 300 mètres. Joseph l'a atteinte en plein centre. L'instructeur, l'Oberfeldwebel Hans Kraiger, un vétéran avec 118 tirs confirmés, a regardé le résultat et a hoché la tête. Il n'a rien dit. Mais Joseph savait. Il avait réussi. Jour 15. Psychologie. Les recrues devaient observer une cible à travers des jumelles pendant 12 heures. La cible était une poupée à 400 mètres, habillée comme un officier soviétique. À la fin des 12 heures, les recrues devaient décrire combien de fois la cible avait-elle bougé, dans quelle direction, quelles étaient ses habitudes. Joseph a noté 47 mouvements, a décrit chaque direction, a identifié des schémas. D'autres recrues ont noté 10, 15, 20. Kraiger a regardé les notes de Joseph et a dit « Vous survivrez ». Les 2 dernières semaines de la formation étaient des exercices pratiques sur le terrain. Les recrues ont été envoyées dans la forêt bavaroise. Leur tâche, trouver des instructeurs et simuler un tir, sans être découverts. Les instructeurs étaient des tireurs d'élite avec des années d'expérience. Sur 87 recrues restantes, 23 ont réussi.
Joseph a trouvé 3 instructeurs. Il a simulé des tirs parfaits. Aucun des instructeurs ne l'a vu venir. L'Oberfeldwebel-Krieger a écrit dans le rapport final de Joseph: la recrue Hallerberger fait preuve d'un talent extraordinaire, patience supérieure à la moyenne, camouflage excellent, capacité de tir excellente, recommandation, affectation immédiate au front, front de l'Est. Le 12 juin 1943, Joseph a atteint le front de l'Est. Son unité a été affectée au 144e régiment de chasseurs de montagne, stationné près de Neuel, en Russie. La situation était désespérée. Les soviétiques avançaient vers l'ouest. Les lignes allemandes étaient minces. Chaque compagnie était en sous-effectif. Mais Joseph avait un fusil, une lunette de visée et des possibilités illimitées. Son premier tir réussi a eu lieu le 18 juin 1943 à 6h47 du matin. Un lieutenant soviétique qui préparait ses troupes pour une attaque se tenait sur une petite colline à 420 mètres. Joseph était en position depuis 4 ans du matin. Enterré sous de l'herbe et de la boue, il respirait lentement. Son rythme cardiaque était de 52 battements par minute. La température était de 12 degrés Celsius. Le vent venait du nord-ouest à 8 km par heure. Il a ajusté sa lunette de visée de 2 clics vers la gauche. Il a expiré. Le tir était parfait. Le lieutenant est tombé. Les soldats soviétiques ne savaient pas d'où venait le tir. C'était la signature de Joseph. Personne ne savait jamais où il était. Au cours des 3 mois suivants, entre juin et août 1943, son unité a confirmé 87 tirs réussis. Les soviétiques ont commencé à prendre des contre-mesures. Ils ont envoyé leurs propres tireurs d'élite. Joseph en a tué 4. Ils ont essayé de bombarder sa position avec de l'artillerie. Joseph était déjà parti. Ils ont mis sa tête à prix. Joseph l'a appris grâce à des communications radio interceptées et a ri. L'un de ces 4 tireurs d'élite soviétiques mérite sa propre histoire. Son nom était le sergent Nikolai Volkov, un vétéran avec 73 tirs confirmés. Volkov a été envoyé à Neuel le 23 juillet 1943 avec une seule mission: trouver et éliminer le fantôme allemand. Volkov a passé 5 jours à étudier la zone. Il a identifié 12 positions de tireurs possibles. Il a construit de fausses cibles pour provoquer Joseph. Joseph n'est pas tombé dans le piège. Le 6e jour, le 28 juillet 1943, à 17h43, Volkov a fait une erreur. Il s'est déplacé d'une position à l'autre pendant le crépuscule. Le crépuscule, c'est 30 minutes entre le jour et la nuit, où la lumière est trompeuse, où les ombres s'allongent, où l'œil humain a du mal à évaluer les distances. Joseph a vu le mouvement, une ombre qui se déplaçait trop vite. Il a zoomé avec sa lunette de visée. Volkov ne portait pas l'uniforme standard soviétique. Il portait une combinaison de camouflage, similaire à l'allemande. C'était la confirmation de Joseph, un tireur d'élite. Joseph a attendu. Volkov a atteint sa nouvelle position et a commencé à scanner la zone à travers sa propre lunette de visée. Joseph a attendu encore 17 minutes. Puis, lorsque Volkov a tourné la tête pour regarder vers la gauche, Joseph a tiré 530 mètres. Un seul tir. Le corps de Volkov fut retrouvé 2 jours plus tard par les troupes soviétiques. La balle avait atteint son œil gauche. Parfait. Le commandant de Volkov, le capitaine Grigori Orlov, écrivit dans son rapport du 30 juillet 1943 « Le sergent Volkov, notre meilleur tireur d'élite, a été tué par le fantôme ennemi. Volkov était prudent, expérimenté, mortel. L'ennemi est meilleur. Nous devons revoir nos tactiques. » La réaction soviétique à ces pertes était prévisible. Escalade. En août 1943, le commandement soviétique envoya non seulement des tireurs isolés, mais des compagnies entières de tireurs d'élite. Ces compagnies étaient composées de 30 à 40 tireurs d'élite, travaillant en groupe, couvrant systématiquement des zones et essayant de submerger les tireurs d'élite allemands par le nombre. Joseph s'adapta. Il réduisit sa fréquence de tir. Au lieu de tirer chaque jour,
Il attendait 2, 3, parfois 4 jours. Puis, quand les Soviétiques croyaient qu'il était parti, il tuait un officier supérieur et disparaissait à nouveau. Cette guerre psychologique était plus efficace que des tirs constants. Les Soviétiques ne savaient jamais quand ils frapperaient. L'incertitude paralysait leurs opérations. Mais ce n'était pas seulement le nombre de tirs réussis qui fit de Joseph une légende, c'était la façon dont il les obtenait. Joseph ne visait pas des cibles faciles, il visait des officiers, des mitrailleurs, des observateurs d'artillerie, des opérateurs radio. Il visait des hommes dont la mort déstabiliserait la ligne soviétique. Le major Kowalski écrivit dans son rapport du 23 septembre 1943 « Nous avons un ennemi qui ne se contente pas de tuer. Il détruit notre structure de commandement. Chaque officier qui lève la tête meurt. Nos hommes refusent d'exécuter les ordres parce qu'ils savent que les commandants sont les premiers à mourir. » L'impact psychologique fut dévastateur. Les soldats soviétiques développèrent une peur pathologique des espaces ouverts. Des hommes qui avaient combattu des chars et de l'artillerie pendant des mois se figeaient à l'idée de traverser une route. Des compagnies refusaient de prendre des positions sans couverture. Le moral s'effondra plus vite que la situation tactique. En octobre 1943, les Soviétiques intensifièrent leurs contre-mesures. Ils formèrent une unité spéciale. Dédiée exclusivement à la recherche et à la mort de Joseph, l'unité était composée de 12 tireurs d'élite, dirigés par le capitaine Vassili Zaïtsev, un héros de Stalingrad, avec 242 tirs réussis confirmés. Zaïtsev était une légende. Il avait chassé et tué des tireurs d'élite allemands. Il était confiant qu'il trouverait Joseph. La chasse commença le 8 octobre 1943. Zaïtsev et son équipe se positionnèrent dans les ruines de Gorodok, où Joseph avait été actif pour la dernière fois. Ils passèrent 2 semaines à étudier la zone, à cartographier les positions de tir possibles, à identifier des schémas. Le 22 octobre, ils crurent avoir localisé Joseph. Un soldat soviétique fut utilisé comme appât. Le plan était de provoquer Joseph pour qu'il tire et d'identifier sa position grâce au éclair de la bouche du canon. L'appât se leva. Joseph ne tira pas. L'appât bougea. Joseph ne tira pas. L'appât appela à l'aide. Joseph ne tira pas. Zaïtsev était perplexe. 3 heures plus tard, alors que l'équipe soviétique quittait ses positions, le lieutenant Igor Petrov, l'adjoint de Zaïtsev, s'effondra. Mort, une balle dans la tête, tiré à 680 mètres de distance. Joseph avait reconnu le piège, attendu, puis tué l'un des meilleurs hommes de Zaïtsev. Zaïtsev écrivit dans son journal le 22 octobre 1943 « Aujourd'hui, j'ai rencontré mon adversaire le plus redoutable. Il pense comme moi. Il chasse comme moi, mais il est plus patient. Il attend que nous fassions une erreur. Je crains que nous ne soyons pas ceux qui gagnent. » La chasse dura encore 4 semaines. Pendant ce temps, Joseph tua 3 autres tireurs d'élite de l'unité de Zaïtsev. Zaïtsev lui-même ne survécut que parce qu'il fut blessé et évacué après une attaque à la grenade. Son rapport final, daté du 27 novembre 1943, est un aveu de défaite. L'ennemi est supérieur. Nous recommandons d'arrêter l'opération. D'autres tentatives ne feront qu'entraîner d'autres pertes. Joseph n'apprit jamais que Zaïtsev l'avait chassé. Il continua simplement à faire ce qu'il faisait chaque jour. Attendre, observer, tirer, survivre. Mais Joseph n'était pas qu'un tueur. C'était un survivant. Sa stratégie de survie était simple. Ne jamais utiliser la même position 2 fois. Ne jamais rester au même endroit plus de 48 heures. Ne jamais créer de schéma. Les Soviétiques cartographièrent des centaines de positions de tir possibles. Joseph utilisa des positions qu'il n'avait jamais envisagées, des cimes d'arbres, des égouts, des chars abandonnés, même des carcasses d'animaux. Une fois,
Il se cacha pendant 36 heures dans un cheval mort. L'odeur était insupportable, mais la position était parfaite. Cet épisode du cheval mérite d'être développé. Le 14 septembre 1943. Joseph avait localisé une compagnie soviétique se préparant à une attaque. La compagnie était positionnée dans des champs ouverts, bien dispersés, avec une bonne couverture. Les positions de tir normales, des arbres ou des ruines, étaient à 800 mètres, trop loin pour un tir précis. Mais à 300 mètres de la position soviétique, il y avait un cheval mort, vieux de 3 jours, gonflé par la chaleur. Joseph s'approcha de la carcasse vers 3 heures du matin. La puanteur était si forte qu'il faillit vomir. Il ouvrit le ventre du cheval, enleva les entrailles, créant une cavité assez grande pour son corps et son fusil. Il se glissa à l'intérieur à 3h47, à 6 heures du matin. Le soleil se leva. La température monta à 28 degrés Celsius. La carcasse commença à cuire. Les mouches arrivèrent par milliers. L'odeur devint insupportable. Joseph resta. À 11h23, le commandant soviétique, un colonel, apparut pour inspecter les positions. Il se tenait à 287 mètres de la position de Joseph. Joseph visa. Le vent venait de l'est à 12 km/h. La température était de 31 degrés. L'humidité de 67%. Joseph respira lentement. Il attendit. Le colonel se tourna. Joseph tira. Le colonel tomba. Les soldats soviétiques paniquèrent. Ils ne savaient pas d'où venait le tir. Ils regardèrent partout. Personne ne regarda le cheval mort. Joseph resta dans la carcasse jusqu'à 22 ans. 18 heures au total. Quand il sortit, son uniforme était trempé de fluide de décomposition. L'odeur était si forte que ses propres camarades l'évitèrent pendant une journée. Mais Joseph avait tué un colonel soviétique, retardé l'offensive ennemie, et était resté indétecté. Pour Joseph, c'était une journée réussie. Son camarade, le soldat de première classe Hans Schmidt, décrivit l'incident dans une lettre à sa famille datée du 17 septembre 1943. « Nous avons un fou dans notre unité. Il ne se dit pas fou, mais il se cache dans des animaux morts. Aujourd'hui, il est sorti d'un cheval mort. Il puait tellement que nous l'avons forcé à se baigner nu dans une rivière. Mais il avait tué un colonel soviétique. Ce fou nous sauvait la vie. Son fusil était une carabineur 98K avec une lunette Zeiss 4-ec. Le fusil était standard. Ce qui le rendait mortel, c'était l'entretien de Joseph. Il le nettoyait quotidiennement, ajustait la lunette chaque semaine, fabriquait ses propres charges de munitions. Il savait que son fusil tirait différemment à 20 degrés Celsius qu'à plus 15 degrés. Il compensait. Il savait que les munitions de différents lots avaient des vitesses différentes. Il testait chaque lot. Son fusil était une extension de son corps, une partie de lui. Durant l'hiver 1943-1944, les conditions sont devenues extrêmes. Les températures ont chuté à 35 degrés Celsius. Joseph ne se battait pas seulement contre l'ennemi, mais contre la nature. Les gelures étaient fréquentes. Les hommes mouraient d'hypothermie dans leurs tranchées. Joseph a survécu parce qu'il venait des Alpes. Il savait comment s'enfouir dans la neige. Il savait comment conserver la chaleur corporelle. Il savait que le mouvement signifiait la vie, la survie. L'hiver sur le front de l'Est était un ennemi supplémentaire. Le 18 janvier 1944, la température a atteint 38 degrés Celsius. Joseph était allongé dans une position de tir dans la neige depuis 400 du matin, attendant un transport d'officiers soviétiques. Il portait 7 couches de vêtements, sous-vêtements, 2 chemises, un pull, une veste en laine, un manteau d'hiver et par-dessus, un manteau de camouflage blanc. Ses mains étaient enveloppées de laine. Ses pieds étaient dans 3 paires de chaussettes. Malgré cela, il ne sentait plus ses orteils après 4 heures. Le froid était partout. À 12h17,
Le transport est arrivé. Une Jeep soviétique avec 3 officiers. Joseph devait décider. Tirer maintenant et risquer que ses doigts soient trop froids pour la précision, ou attendre et risquer que la cible disparaisse. Il a décidé. Tirer. Il a retiré sa main droite de son gant. Le froid a immédiatement mordu sa peau. Il a posé sa main sur la détente. Ses doigts étaient raides. Il les a forcés à bouger. Il a visé l'officier du milieu, un major. Distance, 410 mètres. Vent, 15 km/h venant de la gauche. Température, 38 degrés. Son souffle s'est figé dans l'air. Il devait retenir son souffle, sinon la vapeur révélerait sa position. Pas de marge d'erreur. Il a tiré. Le major est tombé. Les 2 autres officiers ont sauté de la Jeep. Joseph a rechargé. Ses doigts obéissaient à peine. Il a tiré à nouveau. Le 2e officier est tombé. Le 3e a couru. Joseph l'a ignoré. 2 tirs réussis étaient suffisants. Plus risque rien de sa position. Il a commencé à ramper. Ses mouvements étaient lents, ses muscles étaient gelés. Il a rampé sur 200 mètres dans la neige, a trouvé une ruine de bunker abandonnée et a passé les 3 heures suivantes à masser ses doigts et ses orteils pour rétablir la circulation sanguine. Un combat contre le froid. Le soir, Joseph est retourné à son unité. L'infirmier, Obergefreiter Wilhelm Koch, l'a examiné et a diagnostiqué une légère engelure à 3 orteils. Koch a bandé les orteils et a dit « Tu es fou, personne ne reste allongé dans la neige à 38 degrés. » Joseph a répondu « J'ai tué 2 officiers soviétiques, ce n'est pas de la folie, c'est le devoir. Le devoir avant tout. » Cet épisode montre non seulement les compétences de Joseph, mais sa force mentale. Des personnes normales auraient abandonné après 4 heures à 38 degrés et seraient retournées se protéger dans leur unité. Joseph est resté 8 heures. Ce type d'endurance était surhumain, au-delà de l'imaginable. Cet hiver-là, Joseph a franchi une étape importante. Le 14 février 1944, à 11h23, son unité a confirmé son 200e tir réussi. Un colonel soviétique à 520 mètres, qui inspectait ses troupes pour une offensive. Le tir a été consigné dans le journal de bord du régiment. Feldwebel Allerberge, 200e tir réussi, confirmé. Performance exceptionnelle. Proposé pour la croix de chevalier. La reconnaissance ultime. Joseph a reçu la croix de chevalier le 2 avril 1944. La cérémonie a eu lieu derrière les lignes. Le commandant de division, le général Ferdinand Schörner, un homme dur, qui souriait rarement, a serré la main de Joseph et a dit « Vous êtes la raison pour laquelle notre ligne tient. Vous êtes la raison pour laquelle l'ennemi a peur. Continuez. L'Allemagne a besoin d'hommes comme vous, des héros. » Joseph a répondu « Je fais mon devoir, monsieur le général, pour mes camarades, pour ceux avec qui je combats. » C'était la motivation de Joseph, pas l'idéologie, pas la gloire, ses camarades, les hommes avec qui il mangeait, dormait, combattait. Chaque soldat soviétique qu'il tuait était un soldat allemand qui survivait. Chaque officier qu'il éliminait était une attaque qui échouait. Chaque mitrailleur qu'il neutralisait était une douzaine de vies sauvées. Joseph ne se considérait pas comme un meurtrier, il se considérait comme un protecteur, un gardien. Mais le front de l'Est était un hachoir à viande. Les soviétiques continuaient de pousser vers l'ouest. Les lignes allemandes se sont rompues à plusieurs endroits. La division de Joseph a été encerclée à plusieurs reprises. S'est libérée, a été de nouveau encerclée. Dans ces combats, Joseph a joué un rôle différent. Il est devenu un éclaireur, un homme qui observait et signalait les mouvements soviétiques. Sa capacité à être invisible a sauvé son unité de l'anéantissement à plusieurs reprises. Un atout inestimable. À l'été 1944, Joseph a atteint son 300e tir réussi confirmé. La date exacte est contestée. Le
Le propre journal de Joseph mentionne le nombre le 17 juillet 1944. Mais le journal de bord officiel du régiment enregistre le 300e tir réussi le 23 juillet 1944. La différence est insignifiante. Ce qui compte, c'est le nombre, 300, en 13 mois, un record. Comparez cela aux tireurs d'élite les plus célèbres de l'histoire. Le tireur d'élite soviétique Simo Häyhä, la mort blanche, a réalisé 505 tirs réussis en 100 jours pendant la guerre d'hiver 1939-1940. Mais Häyhä combattait des soldats soviétiques mal entraînés dans une guerre défensive. Joseph combattait des troupes soviétiques expérimentées et bien équipées dans une guerre de retraite qui s'effondrait. Les conditions n'étaient pas comparables, aucune comparaison possible. Le tireur d'élite soviétique Vassili Zaïtsev, celui qui chassait Joseph, a réalisé 242 tirs réussis pendant toute la bataille de Stalingrad. Mais Zaïtsev était une figure de propagande. Ses chiffres étaient en partie gonflés. Les chiffres de Joseph Hallerberger ont été confirmés par son unité, vérifiés par des officiers, et sont consignés dans des documents militaires officiels, des preuves concrètes. Le tireur d'élite américain Carlos Adcock, une légende du Vietnam, a réalisé 93 tirs réussis confirmés. Le tireur d'élite canadien Rob Furlong a détenu le record du monde du tir à la plus longue distance, 2430 mètres en Afghanistan en 2002. Mais aucun de ces chiffres n'atteint 300 tirs réussis confirmés en 13 mois contre un ennemi déterminé et numériquement supérieur. Un exploit inégalé, mais les chiffres ne racontent pas toute l'histoire. La vraie histoire, c'est comment Joseph a survécu. L'espérance de vie moyenne d'un tireur d'élite allemand sur le front de l'Est était de 6 semaines. Joseph a survécu 13 mois en service continu. Comment? Premièrement, il travaillait seul. La plupart des tireurs d'élite travaillaient en binôme. Un tireur, un observateur. Joseph, lui, travaillait seul. Moins de mouvement, moins de bruit, moins de risque d'être découvert. Deuxièmement, il ne tirait jamais 2 fois depuis la même position. D'autres tireurs restaient dans de bonnes positions jusqu'à ce qu'ils soient forcés de partir. Joseph quittait une position après chaque tir, même si la position était parfaite. Troisièmement, il ne tirait jamais s'il n'était pas sûr à 100%. D'autres tireurs d'élite prenaient des risques. Joseph attendait des conditions parfaites, une visibilité parfaite, un vent parfait, un abri parfait. Alors, il tirait. Quatrièmement, il étudiait ses adversaires. Joseph tenait un carnet où il documentait les tactiques soviétiques, les schémas de mouvement, les faiblesses. Il apprit que les officiers soviétiques entraient toujours en position par la gauche. Il attendait à gauche. Il apprit que les opérateurs radio soviétiques déployaient toujours leurs antennes au même moment. Il tuait les opérateurs radio à ce moment-là. Il apprit que les observateurs d'artillerie soviétique recherchaient toujours les points les plus élevés. Joseph les y attendait. Cinquièmement, il était humble. Joseph ne se vantait jamais. Il ne racontait pas d'histoires à la cantine. Il ne tenait pas de journal intime avec des entrées dramatiques. Il faisait simplement son travail et vivait un jour de plus. En août 1944, la grande offensive soviétique commença. L'opération Bagration avait anéanti le groupe d'armées allemand Centre. La division de Joseph se replia vers l'ouest. La retraite était chaotique. Des unités furent coupées, anéanties, submergées. Joseph se battit comme fantassin, comme éclaireur, comme tireur d'élite. Son rôle changeait chaque jour. Le 28 août 1944, la compagnie de Joseph fut encerclée dans une forêt près de Raseiniai, en Lituanie. Des chars soviétiques bloquaient toutes les voies d'évasion. La compagnie avait 2 options, capituler ou mourir. Le capitaine Werner Braun, le chef de la compagnie, opta pour une 3e option. Il envoya Joseph trouver une voie d'évacuation,
Joseph quitta sa position à 22 heures. Il se déplaça à travers les lignes soviétiques, invisibles, silencieux. Il rampa pendant 3 kilomètres en territoire ennemi. Il identifia une brèche entre 2 unités soviétiques. Il revint à 4 heures du matin et conduisit la compagnie à travers la brèche. 127 hommes s'échappèrent, 0 perte. Le capitaine Brown écrivit dans son rapport « Le sergent Hallerberger a sauvé la compagnie aujourd'hui. Sa capacité à être invisible est surhumaine. » En septembre 1944, Joseph atteignit l'Allemagne. La retraite était terminée. La défense commença. Joseph fut affecté à la 3e division de montagne dans les Carpates. Les armées soviétiques avançaient vers la Hongrie et l'Autriche. Joseph se battit jusqu'en avril 1945. Son dernier tir réussi confirmé eut lieu le 8 avril 1945. Un officier soviétique à 390 mètres. Joseph écrivit dans son journal « Numéro 257. Je suis fatigué. Je veux rentrer à la maison. Pourquoi 257 et pas 300 ? Parce que Joseph ne pouvait plus signaler officiellement ces chiffres entre juillet 1944 et avril 1945. La structure de commandement s'était effondrée. La bureaucratie n'existait plus. Mais des camarades qui ont survécu ont estimé que Joseph avait tué au moins 43 soldats soviétiques supplémentaires pendant cette période. Le total, 300. Le 8 mai 1945, la guerre prit fin en Europe. Joseph avait 20 ans. Il avait combattu 13 mois sur le front de l'Est. Il avait tué 300 hommes. Il avait survécu. Joseph fut capturé par les troupes américaines. Les Américains ne savaient pas qui il était. Son unité avait détruit tous les documents. Joseph ne mentionna jamais ses tirs réussis. Il fut traité comme un simple soldat, envoyé dans un camp de prisonniers et libéré en octobre 1945. Joseph retourna en Autriche. Il se maria en 1947. Il travailla comme garde forestier dans les Alpes autrichiennes. Il eut 4 enfants. Il ne parla jamais de la guerre. Sa femme ne savait pas ce qu'il avait fait. Ses enfants ne savaient pas qui il avait été. Ce n'est que dans les années 1980, lorsque des historiens militaires examinèrent des documents provenant d'Allemagne, de l'Est et d'Union soviétique, que l'histoire de Joseph fut connue. Son nom apparut dans des rapports soviétiques comme le fantôme, le démon, l'ennemi invisible. Les archives allemandes confirmèrent ces 257 tirs réussis officiellement enregistrés. Des témoins oculaires confirmèrent les 43 supplémentaires. Les historiens s'accordèrent. Joseph Hallerberger était l'un des tireurs d'élite les plus meurtriers de l'histoire. En 1996, Joseph fut interviewé par un journaliste autrichien. Le journaliste demanda « Que ressentez-vous après avoir tué 300 hommes ?» Joseph répondit « Je ne ressens rien. C'était la guerre. Ils m'auraient tué. Je les ai tués en premier. C'est tout. » Le journaliste demanda « Regrettez-vous quelque chose ?» Joseph répondit « Je regrette que la guerre ait existé. Je ne regrette pas d'avoir survécu. Mes camarades ont survécu grâce à moi. C'est suffisant. » Joseph Hallerberger mourut le 3 mars 2010 à l'âge de 85 ans, dans sa maison des Alpes autrichiennes. Ses funérailles furent peu fréquentées. Les journaux mentionnèrent à peine sa mort. Mais les historiens militaires savent, il était l'un des plus grands tireurs d'élite ayant jamais vécu. Les soldats soviétiques qui ont survécu ont raconté une histoire différente. Le major Kowalski, l'homme qui avait surnommé Joseph le démon, survécut à la guerre et devint enseignant à Moscou. Dans une interview de 1989, il déclara « J'ai combattu contre des chars, j'ai combattu contre l'artillerie. Mais le tireur d'élite, le fantôme, c'est ce que je craignais le plus. Il était partout et nulle part. Il ne tuait pas seulement des corps, il tuait l'espoir. Ce ne sont pas seulement des chiffres provenant d'archives poussiéreuses. Ce sont de vraies
personnes qui ont pris de vraies décisions dans une vraie guerre. Joseph Hallerberger est mort, mais son histoire vit. Si ces vérités historiques sont importantes pour vous, si la préservation de cette documentation précise signifie quelque chose, alors soutenez avec les Super Thanks de YouTube, le cœur doré en bas. Chaque Super Thanks me permet de passer des semaines dans les archives, à numériser des documents, à interviewer les derniers témoins oculaires avant qu'ils ne meurent. Ces histoires disparaissent. Aidez-moi à les préserver pour les générations futures. Sans soutien, ces récits meurent avec la dernière génération. Les détails techniques des compétences de Joseph sont remarquables. Les tireurs d'élite modernes s'entraînent pendant des années. Joseph s'est entraîné 6 mois et a atteint un niveau considéré aujourd'hui comme élite. Sa plus longue distance documentée était de 680 mètres. Aujourd'hui, 800 mètres sont considérés comme la norme pour les tireurs d'élite militaire. Mais Joseph tirait avec un carabineur 98K, un fusil à verrou sans optique moderne, sans télémètre, sans ordinateur balistique. Il calculait tout dans sa tête. La pression psychologique était immense. Imaginez, pendant 13 mois, savoir chaque jour que des centaines de soldats vous chassent. Chaque jour, savoir qu'une seule erreur peut signifier la mort. Chaque jour, être seul, caché, dans l'attente. La plupart des gens craqueraient mentalement. Pas Joseph. Après la guerre, ces méthodes ont été étudiées par des académies militaires du monde entier. Ces tactiques ont influencé la doctrine moderne des tireurs d'élite. Ces stratégies de survie sont enseignées dans les unités d'élite, mais les académies militaires n'enseignent pas le plus important, l'humanité de Joseph. Joseph a tué 300 hommes, mais il a aussi sauvé des vies, à plusieurs reprises, comme le rapportent les témoignages. Il a épargné des soldats blessés, il n'a jamais tiré sur des infirmiers, il n'a jamais tiré sur des prisonniers, il n'a jamais tiré sur des civils. Il ne tuait que ceux qui représentaient une menace militaire directe dans une guerre définie par des atrocités. Joseph a conservé une boussole morale absolue. Son héritage est complexe. Pour certains, il est un héros. Pour d'autres, il est un meurtrier. Pour les historiens, il est une étude de cas en matière d'efficacité militaire extrême. Mais pour Joseph lui-même, il n'était qu'un soldat qui essayait de survivre et de protéger ses camarades. Les Soviétiques ont essayé à 3 reprises de le capturer. Une fois, en décembre 1943, ils ont encerclé une zone où ils étaient sûrs que Joseph se cachait. Ils ont fouillé chaque bâtiment, chaque arbre, chaque tranchée. Joseph était dans un égout. Il est resté 18 heures sous l'eau, avec seulement un roseau creux pour respirer. Les Soviétiques sont finalement partis. Joseph est sorti, a trouvé une nouvelle position et, le lendemain, a tué l'officier soviétique qui avait dirigé la recherche implacable. Voilà la légende, voilà la vérité. Joseph Hallerberger, l'homme que 300 familles n'ont jamais revu. L'homme qui a sauvé des centaines de soldats allemands en tuant des centaines de soldats soviétiques. L'homme qui a survécu, alors que personne ne s'y attendait, un vrai fantôme. Qu'est-ce qui vous a le plus impressionné dans cette histoire? Beaucoup de spectateurs ont partagé d'incroyables histoires de famille, des grands-pères qui étaient là, des journaux de guerre retrouvés dans des greniers, des souvenirs qui ont traversé les générations. Partagez votre histoire familiale de cette époque ci-dessous. Chaque commentaire est un morceau d'histoire que nous préservons ensemble. Ces histoires ne doivent pas mourir, elles font partie de notre mémoire collective. Elles nous rappellent ce dont les gens sont capables dans des conditions extrêmes, le bien comme le terrible, inoubliable.